L'intensification du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine depuis 2022 avec l'opération militaire spéciale, après 8 ans de guerre du régime ukrainien quand même contre la région du Donbass et le coup d'État à Kiev en février 2014, a ouvert un déchaînement de propagande médiatique et politique calculé par ses initiateurs mais qui ont permis un véritable délire et un déchaînement de haine anti-russe à caractère raciste. On a ainsi interdit Dostoïevski en Italie, exclu des chats russes d'une exposition féline, renvoyé des chefs d'orchestre et musiciens russes d'Alsace ou d'Espagne, interdit à des athlètes, même paralympiques, de participer aux Jeux olympiques admis ou fait des autodafés de livres en Russie tolérés, voire encouragés pour discrimination bancaire et autres contre des gens au nom à consonance russe ou d'ascendance russe, laissés passer sans réagir des propos comme « les Russes sont comme des rats et des cloportes » à la télévision, passible de tribunaux. Imaginez un autre peuple. Une conséquence importante de cette russophobie est la violation constante de la déontologie journalistique. Le parti pris systématique anti-russe, la dissimulation d'informations, les jugements de valeur à géométrie variable de la plupart, voire de la totalité des grands médias, aboutissent à une perte de crédibilité des principales sources d'informations pour le corps social. Le climat russophobe, entretenu artificiellement contre les intérêts de notre pays, détériore nos relations internationales, notre expérience diplomatique et nos intérêts économiques et géopolitiques. Il prépare psychologiquement les populations à la guerre, qui a déjà saigné notre continent à 2 reprises au cours du XXe siècle. Il est contraire à la volonté de paix et de tranquillité de la majorité, je pense quand même, de la population française, à laquelle la haine du russe qu'on tente de lui imposer est totalement étrangère et saugrenue. Je reçois ce soir dans Le Monde Réel sur GPTV pour parler de cette haine de la Russie et des Russes en Occident, tout particulièrement en France, Dimitri Tkochko, président de Stop Russophobie. On commence tout de suite après ça. Voilà, chers internautes, je rappelle toujours en début d'émission, c'est le 16e numéro de ce magazine de géopolitique profonde, le premier de la rentrée, après celui du mois de juillet et du mois d'août. Un grand nombre d'articles, dont, tiens, celui que je reçois justement aujourd'hui, c'est-à-dire Dimitri Tkochko, OTAN-Russie vers un conflit mondial. Moi, il prend pas de gants. Dimitri Tkochko, c'est pas Ukraine-Russie, c'est clairement OTAN-Russie. Autant appeler un chat, même si c'est un chat russe, exclu des concours de beauté. Dimitri Tkochko, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Sur Géopolitique Profonde. Vous avez tout dit ? En fait, je me suis inspiré, ça ne va pas vous surprendre, de votre site. On peut commencer déjà, d'ailleurs, sur le fait que, voilà, Stop Russophobie, c'est une association et c'est aussi un site. Et c'est aussi un X, puisque Twitter maintenant, c'est ça. Un canal Telegram, un TikTok et un Facebook. Eh bien, oui, c'est vrai qu'il faut commencer par les exemples concrets. Alors, vous en avez donné quelques-uns. On a exclu les chats, on a interdit Dostoïevski, on a viré des départements de livres écrits en russe dans plusieurs pays. On a piétiné, c'est-à-dire on a fait des autodafés de livres en russe. Ça s'était vu dans l'Allemagne nazie contre certains livres, ces autodafés. Vous avez bien fait de souligner en disant, mais attendez, il y a des fois, on a certaines déclarations, il suffirait de changer le mot russe par un autre, une autre nationalité, une autre ethnie, une autre religion. Ça se passerait pas comme mais ça. Vous auriez des procès. Il y aurait la 17e chambre. Or, on a effectivement entendu traiter les Russes de cloportes, et ça, c'est une appellation, c'était jamais qu'un reflet de ce qui se fait énormément dans les pays baltes, en Ukraine. Alors, dans les pays baltes, ça a une conséquence dès aujourd'hui, et c'est carrément des qualificatifs de Russes comme des Untermensch, on reprend la bonne vieille expression, avec des appels à les écraser contre les murs, à réduire leur population. Lech Wałęsa, en Pologne, a déclaré: ils sont 140 millions, il en faudrait que 50 millions, et en plus, on diviserait la Russie en 5 pays. Attendez, vous vous rendez compte ? Et vous les mettez où, les 100 millions que vous liquidez ?
C'est désinhibé. d'autres. Et ça y va. Et à noter, Ça se lâche. la presse française n'a pas relevé ces déclarations de pourtant une grande vedette médiatique. Les Chevaleza, c'est pas rien quand même. Et il y en a d'autres qui ont fait ce genre de déclaration. C'est dans les pays baltes, on interdit aux gens de langue russe d'avoir des écoles, de parler russe dans certains endroits. Alors que il y a par exemple en Lettonie 2 régions qui sont russes, c'est-à-dire avec des gens qui parlent russe de leur langue naturelle et ancestrale. Les autres, ils se sont mêlés dans l'histoire qui n'est pas que soviétique, puisque les pays baltes étaient dans l'Empire russe, de même que la Finlande d'ailleurs, de même que Varsovie d'ailleurs. Eh bien, ils étaient à hurler, à jurer contre les Russes, encore une fois, en employant des termes qui, dans la législation de l'Union européenne, ne sont pas admissibles. Et on a nommé comme ministre des Affaires étrangères une Estonienne qui jure contre les Russes, qui les injurie. Les Russes en tant que Russes, attention, hein, je ne parle pas de politique, de gouvernement, etc. Qui, en plus, va quand même pousser assez loin parce que son mari, lui, a fait beaucoup d'affaires avec la Russie. Son papa, c'était quand même pas mal... était engagé dans la vie du parti quand c'était l'époque soviétique. De même, on a un autre commissaire européen qui vient de Lituanie, qui lui aussi se permet de traiter les Russes avec des qualificatifs qui seraient totalement, mais totalement dénoncés par notre bonne presse subventionnée, si c'était agi de n'importe quelle autre ethnie. C'est complètement inadmissible. C'est totalement aberrant le fait que dans les pays baltes aussi, il y ait des citoyens de seconde zone. C'est-à-dire des gens qui habitaient déjà ou en Lettonie, ou en Estonie, voire en Lituanie, qu'on ne considère pas, auxquels on ne donne pas le droit à la citoyenneté. Alors, le traitement est différent selon les pays, mais il n'empêche que interdire à une partie de ses citoyens d'être des vrais citoyens, tout de même. Alors là, on parle des pays baltes. Alors, on peut parler de la Pologne. Alors, un instant. On parle de l'Union européenne, n'oubliez pas. C'est pour ça que j'en parle des pays baltes, parce qu'à la limite, ça serait marginal. Dimitri de Kochko, votre association s'appelle Stop Russophobie. Russophobie, mais vous êtes loin du compte. La phobie, c'est la peur. Là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la miso, de la haine. Absolument. Miso-russe. Miso-Russie. Oui. Ça, on en est là. Bien sûr. Mais développez d'autres exemples si vous le voulez. On prend simplement le terme de russophobie, qui est effectivement un petit peu impropre. Encore que on pourrait dire que la phobie procède aussi d'une peur, parce que bien évidemment, elle est axée sur des préjugés, elle est axée sur des craintes travaillées, fondées, pas fondées. En tout cas, les Polonais vous diraient par exemple que c'est fondé parce qu'ils ont beaucoup souffert de la Russie. C'est vrai qu'ils ont eu une histoire compliquée. C'est pas faux. La Russie et la Pologne. Je pense que la russophobie... Et les pays baltes, on imagine. Non. Ah le bon. prétexte des pays baltes... Non, le prétexte des pays... Attendez. Vous en connaissez beaucoup, vous, des pays qui ont été colonisés, où, grâce au fait qu'ils faisaient partie d'un empire, il y a eu des académies, un port d'importance mondiale pour ce qui est de Riga, des constructions et des académies, des rayonnements sur un pays colossal, des usines... Pas très reconnaissant. Attendez, sous l'époque soviétique, moi j'ai connu ça, hein. Il y avait les productions électroniques de Lettonie,
elle couvrait toute l'URSS. Les électrophones, c'était tous des électrophones de Lettonie. Les skis de fond, c'était des skis estoniens. Le cinéma estonien. Vous aurez du mal à me faire croire, Dimitri, quand même. Vous vous rendez compte ? Vous aurez du mal à me faire croire que l'Union soviétique et que participer à cette Europe de l'Est me semble... Non. Ça va être difficile quand même de me convaincre. Qu'est-ce qui est reproché, à la limite, aux Russes ? Eh bien justement, le totalitarisme soviétique. Mais vous rigolez ou quoi ? Et le totalitarisme soviétique, qui c'est qui a joué un rôle pendant la révolution bolchevique ? Si ce n'est des détachements lettons notamment, ou des Lituaniens qui ont joué un rôle. Et est-ce que les Russes, en tant que Russes, n'ont pas souffert de la révolution bolchevique ? Mais vous rigolez ? Il n'y avait pas beaucoup de Polonais. Attendez, et moi, si je suis là, c'est pourquoi, vous croyez ? Non, mais c'est que peut-être mes ancêtres ont eu quelques ennuis avec les bolcheviks, non ? Donc les Russes aussi. Si on calcule le nombre de gens qui sont morts dans les goulags, il y en a eu dans les pays baltes. Les gens des pays baltes ont autant souffert du totalitarisme que les Russes. Pourquoi faire tout tomber sur les Russes ? C'est assez humain, j'ai envie de dire, tout de même. En quoi c'est humain de traiter des gens qui sont auprès de vous ? Je parle du fait qu'il n'y ait pas un a priori positif. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je ne veux pas orienter du tout cette émission, Dimitri de Koshko, sur les pays baltes et la Pologne. On était là pour parler de la France. Alors, nous parlons de la France. Heureusement, en France, il y a quand même rarement des déclarations de type c'est des cloportes. Heureusement. Et je pense que la majorité des Français ne sont pas haineux, russophobes. Il est vrai que compte tenu des médias, compte tenu de la propagande, de tout, on va en parler si vous voulez, de tous les procédés qui sont utilisés dans les médias pour donner une fausse image, pour désinformer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a une véritable désinformation systématique. Bien évidemment, la haine ou la méfiance des Russes augmente dans la population qui, en plus, manque quand même et de culture et de connaissance de ce qu'est réellement la Russie ou de ce que sont réellement les Russes. Donc, c'est effectivement dangereux. Regardez un exemple là où il y a du glissement Russie, où il y a de la vraie russophobie. Récemment, à Brest, il y a un monument pour célébrer, pour marquer, pour commémorer le débarquement des 40 000 soldats, 4 divisions, des 40 000 soldats russes qui sont venus ici pour aider l'armée française dans la guerre de 14-18 contre les Allemands. 4 divisions, c'est 4 divisions de moins quand même sur le front Est, qui avait quelques difficultés dans les années 1915. Eh bien, ils ont été, notamment lors de l'offensive Nivelle en 1917, au premier rang. Il y en a beaucoup qui ont été tués pour la France. Il y a un monument qui le commémore à Brest. Eh bien, ce monument a été vandalisé il y a quelque temps. On a foutu des panneaux dessus en disant « Bravo Zelensky », etc. Bon, la municipalité de Brest a réagi très bien. Nous, on a au sein de notre association des descendants de ces gens du corps expéditionnaire russe, justement, qui ont d'ailleurs écrit une lettre à la mairie de Brest pour les remercier d'avoir réagi assez rapidement. Mais le monument à ce corps expéditionnaire qui existe à Paris, sur les quais, pas loin de l'Alma d'ailleurs, eh bien, il a aussi été souillé. Il a aussi été vandalisé il y a quelques années. Quel rapport entre ces soldats russes venus aider la France et le jugement qu'on peut porter sur la politique actuelle de la Russie? En voilà un d'acte de russophobie. Est-ce que on est allé badigeonner les photos de George Washington ou changer le nom du quai Kennedy parce que les Américains ont attaqué l'Irak ou la Libye ou la Syrie ou l'Afghanistan ou la Grenade ou depuis la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre, et je parle même pas depuis le début du siècle. Non mais attendez, il y a quand même un petit élément qui est typiquement
russophobe quand Alors, même. on a eu la même chose avec la République serbe, dernièrement, sur les commémorations de la Première Guerre mondiale. C'était une répétition générale. Et la façon dont ils ont été traités sur les commémorations Bien sûr. en 2018 de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et d'être sur une tribune annexe, alors que ceux qui avaient été finalement absolument pas nos alliés étaient trônés à côté du président de la République française. Et notamment ceux de représentants du gouvernement kievien, Tout à fait. qui en majorité étaient du côté des nazis. C'est exactement ça. Tout de même. Alors ça, c'est sur la Seconde Guerre, mais en effet. Mais justement, par rapport, si on n'est pas d'accord totalement sur les pays baltes ou sur la Pologne, mais c'est pour mieux mettre en relief le fait que la France, elle n'a aucun contentieux. Et ça serait plutôt l'inverse vis-à-vis de la Russie. Et là, je ne parle pas de l'Union soviétique, vis-à-vis de la Russie. Combien de fois la Russie a quelque part sauvé la mise à la France, et qui aurait pu être à ce moment-là démembrée, démantelée, et c'est l'intervention du tsar qui a sauvé Alexandre la mise Ier, lors de la défaite de la France. Absolument. Ouais. Et le moins qu'on puisse dire aussi, c'est leur absence de rancune. Alors qu'après tout, eux pourraient avoir, les Russes, une certaine rancune vis-à-vis de la France. Pensons à Napoléon. Ils ont eu consigne par Alexandre Ier, justement, de ne pas se venger de ce que les Français... Alors, les Français, à charge décharge pour la France, là je défends la France, il y avait dans la Grande Armée des gens qui n'étaient pas forcément des Français. Hein. Et il y avait beaucoup d'autres nationalités, dont d'ailleurs vos amis polonais, par exemple. Eh bien, on peut dire... Et il y avait dans l'état-major russe, il y a eu à une époque beaucoup de Français. On rappelle aussi, la Révolution française qui a aussi poussé de l'autre côté. Bien sûr. Kutuzov aussi était d'origine grecque. Donc vous voyez, non mais c'est un mélange, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Faisons une petite parenthèse, juste petite. On prête aux Américains, disons, mais ça a été plus ou moins confirmé. Vous savez, il y a eu des laboratoires qui ont été trouvés de recherche de guerre bactériologique. Mais ça pousse comme les champignons. En Ukraine, il y en a en Arménie. C'est l'Arménie d'ailleurs qui a été la première à, disons, lâcher l'information en quelque sorte, par hasard. La Géorgie. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans ces laboratoires ? Eh bien, notamment, ils faisaient des recherches pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils pourraient trouver comme produit qui pourrait attaquer les gens selon des critères génétiques, selon certains génomes ou certaines... Dont le génome slave, oui. Un génome russe. Parce que slave, c'est embêtant. Oui, c'est vrai que ça touche plus large. C'est complètement absurde. Hein. Moi, tous les scientifiques que j'ai interrogés sur le sujet, tous les généticiens, ils disent c'est idiot. Et c'est idiot d'abord parce que c'est très difficile à obtenir, et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas plus mélangé que les Russes. Les Russes, forcément, c'est un empire, et forcément, ils ont, dans leur histoire, énormément de mélanges avec des tas d'autres nationalités. Donc tout l'aspect mongol. Et alors, en plus, seulement, il y a toutes les nationalités, non, mais entre autres, c'est énorme. Et puis, évidemment, il y a aussi le fait que l'Union soviétique a énormément fait de brassage de population, de gré ou de force. Et c'est une des raisons pour lesquelles la guerre en Ukraine, sur le terrain ukrainien, j'entends, hein, c'est pas contre l'Ukraine, sur le terrain ukrainien, se déroule comme elle se déroule. Comme quand on dit, là aussi presque par procédé russophobe, je dirais, oui, les Russes sont pas foutus d'avancer, ils sont très lents, etc. Mais attendez, comparez ce qui s'est passé en Irak, comparez ce qui s'est passé en Irak, en Libye, aujourd'hui, dans certains petits pays du Moyen-Orient, ou du Proche-Orient plutôt, que je sache, ça n'a pas été tout cassé. Les Russes ne peuvent pas se permettre de massacrer la population civile ukrainienne. Parce que des Ukrainiens, il y en a dans l'armée russe qui ont de la famille en Ukraine. Et c'en est un mélange total. C'est-à-dire c'est une guerre civile quand même, cette affaire. Elle est très cruelle comme toutes les guerres civiles, comme celle que déjà il y a eu en Russie après 1917, mais c'est une guerre civile. Il y a moins de civils tués en 2 ans et demi en Ukraine, je parle bien de civils. Ça n'exclut rien, c'est une explication, c'est tout. Mais il y en a moins qu'à Gaza en quelques mois. On rappelle le thème de l'émission Stop Russophobie en France. Et oui, mais attendez, la géométrie variable, ça fait partie des procédés utilisés contre les Russes, notamment en matière médiatique.
Alors pour le traitement médiatique, effectivement, il faut en parler, puisque c'est un des vecteurs de la russophobie, et c'est évidemment très grave pour plusieurs aspects, comme vous l'avez dit, pour le respect de la déontologie journalistique, pour la possibilité, la déontologie, vous regarderez les chartes de déontologie journalistique sur Internet, vous les avez. Il y a aussi, tout simplement, la liberté, mais aussi le besoin d'information d'une société démocratique et d'une société de libre marché, de libre investissement. Comment vous pouvez savoir où vous pouvez investir ou pas investir si on vous raconte que des galéjades? C'est pas possible. Donc il faut bien exiger un droit à l'information équilibrée, vérifiée, le plus véridique possible. On peut toujours se tromper, bien sûr, mais c'est se tromper, c'est pas tromper volontairement. Or, ce qui se fait aujourd'hui dans la presse subventionnée française, malheureusement, c'est tous les procédés possibles d'amalgame, de dissimulation de l'information, de fausseté, de mensonge et d'absence de correction derrière, avec des aspects propagandistes qui sont repris sur le modèle, je dirais, goebbelsien, c'est-à-dire on répète sans arrêt la même chose, et ce qu'on appelle les backgrounds dans la profession, ils reprennent forcément ce qui a été dit avant, ce qui a été affirmé avant, et au début il y avait des conditionnels, et puis après c'est rappelé avec des indicatifs. Et puis quand on cite un Russe, quand par hasard on en cite un, parce qu'évidemment, il y a quand même un gros déséquilibre entre les gens qui appartiennent. Regardez même l'attaché de presse de l'ambassade de Russie, la Makagonov, le peu de fois où il est intervenu, ça a été de trop. Il a été viré, apparemment. Donc, c'est quand même assez étonnant, ce genre de choses. Eh bien, quand un Russe parle, ou qu'on cite un Russe, on va utiliser des verbes du style martèle, affirme, prétend, alors que quand c'est un Américain, c'est il dit, il souligne, il explique. On a la même chose avec Donald Trump, on a la même chose avec les Républicains. C'est pas en règle générale, la diabolie. C'est des procédés. C'est des procédés. Je dis qu'ils sont systématiquement. Non, mais ça ne concerne pas que la Russie. Ça sont des procédés qui sont utilisés en général par les médias actuellement. Absolument. Et en particulier vis-à-vis de la Russie, et systématiquement. Systématiquement. Ouais. C'est-à-dire là, ça prend un caractère systémique, c'est ça le problème. Mais il y a des éléments qui, moi, me choquent plus encore, c'est-à-dire le fait qu'un banquier va identifier un nom. C'est-à-dire que quand on commence à identifier les gens sur leur nom de famille... Oui. Et qu'on va leur fermer leur compte, ou en tout cas leur créer des ennuis, et leur poser des questions, la seule information qu'ils ont, c'est le nom de famille. Ça, par contre... ils ont l'information sur le j'aime pas l'expression client bancaire. J'aime pas l'expression traditionnelle les jours les plus sombres de notre histoire, fécond encore la bête immonde, le corps qui a fécondé la bête immonde, mais on est vraiment là sur des éléments qui rappellent les heures les plus sombres pour le coup, non ? C'est les mêmes procédés, puisque c'est des procédés de discrimination et c'est des procédés du racisme. Donc ils ont tous les aspects odieux et absurdes du racisme. Vous pouvez pas avoir un jugement sur quelqu'un à partir de sa nationalité, de sa religion, qu'il n'a pas forcément choisi. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.